J'ai un rendez-vous ce soir. C'est comme ça qu'elle m'a lâché la bombe. Chloé, ma femme depuis 6 ans, est arrivée devant moi un soir et a prononcé ces mots exacts. Au début, j'ai cru à une mauvaise blague. J'ai même ri en disant, oui, c'est ça, tu m'as bien eu. Mais elle ne plaisantait pas. Elle est restée là, les bras croisés, à me fixer avec ce regard terriblement sérieux. Quand j'ai compris que c'était vrai, je ne savais honnêtement pas quoi dire. On ne s'attend jamais à ce que sa femme vienne vous annoncer tranquillement qu'elle sort avec un autre type. Je suis resté assis pendant au moins 10 minutes, à essayer de comprendre. Pourquoi? C'est tout ce que j'ai pu articuler. Pourquoi voulait-elle faire une chose pareille? Elle a haussé les épaules et m'a dit qu'elle s'ennuyait. La vie était devenue trop prévisible, selon elle. Elle avait besoin de quelque chose d'excitant, de nouveau, pour pimenter un peu les choses. Et apparemment, sortir avec un de ses collègues était sa grande idée pour y parvenir. Je lui ai rappelé qu'on en avait déjà parlé, du fait que notre routine était devenue un peu pesante. On le savait tous les deux, mais on avait trouvé des solutions, des soirées en amoureux, des week-ends improvisés, essayer de nouvelles activités ensemble. Je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde. Mais elle m'a coupé. Rien de tout ça n'est suffisant. J'ai besoin de plus. C'est là qu'elle a mentionné son nom. Son collègue. Un certain Sébastien. Ils s'étaient plaints tous les deux que leur mariage respectif manquait de passion. D'après Chloé, Sébastien avait les mêmes problèmes avec sa femme. Alors ils avaient eu cette idée géniale, sortir ensemble pour voir si ça pouvait, je ne sais pas, les faire se sentir vivants à nouveau. C'était comme si elle essayait de me convaincre que ce n'était rien. Juste 2 personnes qui vont dîner. Ce n'est pas si grave, a-t-elle osé dire. Comment ça, ce n'est pas grave, ai-je demandé. Tu appelles ça un rendez-vous? Elle a soupiré, comme si c'était moi qui compliquais les choses. Je suis juste transparente avec toi. Tu dis toujours que la communication est importante, non? C'est ce que je fais. J'étais sans voix. La communication transparente? Elle se comportait comme si c'était une conversation banale, comme si on organisait notre week-end. Je ne savais plus quoi répondre. Mon esprit tournait à toute vitesse, mais je n'arrivais à me concentrer que sur une seule chose, ma femme, debout devant moi, m'annonçant qu'elle allait dîner avec un autre homme. Puis elle a fait ce qu'elle fait toujours quand la situation devient inconfortable, elle s'est défilée. Elle m'a dit qu'elle était en retard, qu'elle devait se préparer et que ce n'était pas le moment de se disputer. Chloé m'a laissé planter là, au milieu de ma phrase, et a disparu dans la chambre. 5 minutes plus tard, elle en est sortie, vêtue de cette robe rouge. Elle était incroyable. Comme si elle avait fait tous ses efforts pour l'impressionner, lui. Pas moi, son mari. Elle m'a souri, parfaitement calme, comme si de rien n'était. Ce n'est qu'un dîner, a-t-elle dit, comme si ça allait me rassurer. N'en fais pas toute une histoire. Elle s'est approchée, m'a embrassé sur la joue et a ajouté, on en reparlera plus tard, d'accord? Je suis resté assis là, à la regarder franchir la porte. Je ne savais même plus quoi dire. J'essayais de me convaincre que ce n'était pas grave. C'est juste un dîner, non? Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas juste un dîner. C'était le début de quelque chose qui pouvait détruire tout ce que nous avions construit ensemble. Je suis resté des heures sur le canapé après son départ. Mon esprit s'emballait, mais je n'arrivais à rien saisir. Tout ce que je voyais, c'était son image sortant dans sa robe rouge, et tout ce que j'entendais, c'était le mot « rendez-vous » qui tournait en boucle dans ma tête. Elle se fichait complètement de ce que je ressentais. C'était comme si je n'étais même pas un facteur dans sa décision. Chloé avait pris sa décision, point final. J'ai essayé de me distraire, mais chaque petit détail me rappelait ce qui se passait. La télé, mon téléphone, le tic-tac de l'horloge, tout cela ne faisait que rendre le silence plus assourdissant. J'ai pensé à l'appeler, mais à quoi bon? Elle n'aurait pas répondu. Et si elle l'avait fait, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Alors, ça se passe bien ton rencard? Ridicule. Alors j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. J'ai appelé mon pote Marc pour lui proposer d'aller boire une bière. Je ne pouvais pas rester là à attendre qu'elle rentre. Marc a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé ce qui se passait, mais je ne voulais pas tout déballer. C'était trop frais, trop embarrassant. Alors je lui ai dit que c'était un de mes collègues qui vivait ça, pas moi.
J'ai décrit toute la situation comme si elle arrivait à quelqu'un d'autre, comme si je cherchais des conseils pour un ami. Marc, fidèle à lui-même, n'a pas compris où était le problème. C'est juste un dîner, mec, a-t-il dit entre deux gorgées de bière. Ils sont dans un lieu public, non? Il ne va rien se passer dans un restaurant. Il a balayé ça d'un revers de la main, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Mais pour moi, c'était mon monde entier qui s'effondrait. Je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que c'était plus grave qu'un simple dîner. Oui, mais si ça ne s'arrête pas là, lui ai-je demandé. Il a marqué une pause, puis a répondu, eh bien, si ça ne s'arrête pas là, tu aviseras à ce moment-là. Mais pour l'instant, tout ce que tu sais, c'est qu'elle dîne avec un collègue. Ne tire pas de conclusions hâtives. Peut-être que Marc avait raison, mais ça ne rendait pas les choses plus faciles. Après quelques bières, je commençais à me sentir un peu mieux, ou peut-être juste anesthésié. J'ai essayé de parler d'autre chose, de n'importe quoi d'autre, mais ça revenait sans cesse dans ma tête. Et s'il ne faisait pas que parler? Et si ce rendez-vous était exactement ce que son nom indiquait, un rendez-vous? Vers 21h, mon téléphone a vibré. Un message de Chloé me demandant de rentrer. Elle était déjà là. Je ne savais pas trop comment le prendre. Soulagé? En colère? Confus? Tout ça à la fois, sans doute. Marc m'a vu regarder mon téléphone et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai juste dit que je devais y aller, j'ai payé nos verres et je suis parti. Quand je suis rentré à la maison, elle était là, assise sur le canapé comme si de rien n'était. Elle m'a souri comme n'importe quel autre soir. Pas de quoi en faire un plat, n'est-ce pas? Alors, c'était comment, ai-je demandé, en essayant de garder une voix stable. Le visage de Chloé s'est illuminé, comme si elle était excitée de me raconter. C'était génial, a-t-elle dit. On a passé un très bon moment. C'était amusant, excitant même. Excitant. C'est le mot qu'elle a utilisé. Elle avait l'air heureuse, comme si elle en avait retiré quelque chose que je ne pouvais plus lui donner. C'est là qu'elle a lâché la deuxième bombe. On pense partir en week-end la prochaine fois. Juste pour, tu sais, voir où ça nous mène. Je n'en croyais pas mes oreilles. Un week-end? Ce n'était plus seulement un dîner, c'était autre chose. Je me suis levé, essayant de garder mon sang-froid, mais je sentais mes mains trembler. Un week-end? Tu prévois sérieusement un week-end avec lui, maintenant? Elle m'a regardé, toujours aussi calme. C'est juste pour s'amuser, chérie. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ce n'est pas comme si je ne t'aimais plus. C'est juste, quelque chose de différent. Différent. Amusant. Excitant. Ces mots résonnaient dans ma tête alors que je réalisais que ce n'était plus la même Chloé que j'avais épousée. Et que ce n'était pas juste une phase. C'était tout autre chose. Cette nuit-là, après qu'elle m'a parlé du week-end, je n'ai pas dormi. Impossible. Je suis resté allongé à fixer le plafond, à repasser toute la scène dans ma tête. Chloé dormait profondément à côté de moi, comme si elle n'avait aucun souci au monde. Elle n'avait même pas pris la peine de me demander ce que j'en pensais. Elle avait balancé l'idée de partir avec un autre type, puis s'était blottie dans le lit comme si c'était la chose la plus normale qui soit. C'était tellement désinvolte pour elle. Je n'arrêtais pas de la regarder, me demandant comment elle pouvait accepter ça. Comment elle pouvait être excitée à l'idée de partir un week-end avec un autre homme pendant que moi, j'étais en train de devenir fou. J'ai commencé à me dire que j'exagérais peut-être. Peut-être que c'était vraiment juste pour s'amuser, comme elle le disait. Mais je me reprenais aussitôt. Ce n'était pas normal. Pas pour nous. Ce n'était pas ce que nous étions, ou du moins ce que je croyais que nous étions. Au milieu de la nuit, je me suis levé et je suis allé dans le salon. J'avais besoin d'espace, de respirer. La maison était si silencieuse, c'en était sinistre. J'avais l'impression d'être la dernière personne sur Terre. Je me suis assis sur le canapé, j'ai fait défiler les actualités sur mon téléphone, mais rien ne pouvait me distraire. Je revenais sans cesse aux mêmes pensées, est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? Ma femme va-t-elle vraiment coucher avec un autre homme ce week-end? Je voulais la confronter, la réveiller et exiger des réponses. Mais je ne l'ai pas fait. Une partie de moi savait que ça ne changerait rien. Elle avait déjà pris sa décision. Chaque fois que j'imaginais la conversation, je savais comment elle se terminerait, elle me dirait qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter,
qu'elle m'aimait et que j'en faisais toute une histoire. Mais comment cela pouvait-il n'être rien alors qu'elle était prête à jeter notre mariage par la fenêtre pour cette soi-disant excitation? Au lever du soleil, j'avais pris une décision. Je n'allais pas rester là à attendre qu'elle me quitte émotionnellement. Si elle comptait agir comme si je n'existais pas, je devais reprendre le contrôle de la situation. Je n'allais pas la laisser me marcher dessus. Je me suis habillé pour le travail, je suis retourné dans la chambre, et elle était là, dormant encore. Elle avait l'air si paisible, si innocente. Comme si elle n'avait pas fait voler notre vie en éclats la veille. Au moment où j'ai attrapé mes clés, elle s'est agitée et s'est réveillée. Elle m'a souri, s'est levée et m'a enlacé par derrière. « Je t'aime » a-t-elle murmuré, comme si tout allait bien. Je l'ai repoussée. Pas brutalement, mais assez pour qu'elle comprenne que je ne jouais plus son jeu. Elle m'a regardé avec ses grands yeux, confuse. « Tu es encore fâché pour hier soir » a-t-elle demandé, comme si c'était quelque chose que je pouvais oublier d'un claquement de doigts. « Je sais que tu es contrarié, mais, tu m'aimes assez pour me laisser être heureuse, non ?» Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste pris mes affaires et je suis sorti. Je ne me suis même pas retourné. Au travail, j'étais inutile. Je ne pouvais me concentrer sur rien. Tout ce que j'essayais de faire me rappelait elle, et ce week-end qu'elle préparait avec lui. Je ne pensais qu'à ça. Ce week-end à venir. Au fait que dans quelques jours, elle serait avec lui, à faire je ne sais quoi. Je n'arrêtais pas de regarder l'horloge, comptant les heures jusqu'à samedi, jusqu'à ce que tout devienne réel. Je me sentais piégé. Comme si, quoi que je fasse, le résultat serait le même. Elle me quittait, même si elle ne le voyait pas de cette façon. Je savais au fond de moi que notre mariage était déjà terminé. Je ne pouvais pas continuer à faire comme si tout allait bien pendant qu'elle courait après ce fantasme. C'est là que j'ai eu un déclic. Je ne pouvais pas rester assis à laisser faire. Je devais agir. Si elle comptait faire exploser notre vie, je n'allais pas sombrer en silence. Alors, sur le champ, j'ai commencé à élaborer un plan. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire, mais je savais une chose, je n'allais plus la laisser me marcher dessus. Je devais faire quelque chose, n'importe quoi, pour reprendre le contrôle. Le vendredi soir est arrivé, et j'étais un mélange de colère, de frustration et d'incrédulité. Je n'arrêtais pas de me répéter que ce n'était pas possible, qu'il devait y avoir un moyen de réparer ça. Mais au fond, je savais qu'il était trop tard. Elle allait le faire. Ce stupide week-end avec Sébastien, son collègue. Comme si notre mariage ne comptait plus. Ce soir-là, Chloé a passé des heures à se préparer. Elle avait une lueur d'excitation dans les yeux, comme si elle partait pour des vacances de rêve. C'était écœurant à voir. Elle avait acheté de nouveaux vêtements, et même de la lingerie. Elle me l'a montré, en me demandant ce que j'en pensais. Je n'arrivais pas à y croire. Elle était là, à tourner sur elle-même devant moi, me demandant si elle était belle pour lui. Pas pour moi. Pour lui. Je n'ai même pas répondu. Je l'ai juste regardé, en me demandant comment on en était arrivé là. J'avais envie de lui hurler dessus, de lui dire qu'elle faisait la plus grosse erreur de sa vie. Mais à quoi bon? Elle avait déjà pris sa décision. Elle se fichait de mon avis. Ne sois pas si dramatique, a-t-elle dit en levant les yeux au ciel tout en se maquillant. C'est juste un week-end. Tu verras, je reviendrai ressourcée, et tout ira mieux entre nous. Ressourcée. C'est le mot qu'elle a utilisé. Comme si c'était une retraite au spa et non un week-end à me tromper. Ça me retournait l'estomac, mais je n'ai rien dit. Je devais me taire. J'avais mes propres plans maintenant. Plus tôt dans la journée, j'étais sorti acheter une nouvelle serrure pour la porte d'entrée. Je n'allais pas la laisser revenir dans ma vie comme si de rien n'était. C'était fini. Dès qu'elle partirait, je changeais les serrures et je la sortais de ma vie pour de bon. J'avais même pris rendez-vous avec un avocat cet après-midi-là. Je ne restais plus les bras croisés à la laisser tout décider. Je reprenais le contrôle. Je ne lui ai rien dit de tout ça, bien sûr. Pourquoi l'aurais-je fait? Elle était tellement absorbée par son propre fantasme qu'elle ne s'en serait probablement même pas souciée. Pendant qu'elle faisait sa valise en fredonnant, comme si elle partait à l'aventure, je suis resté assis à la regarder, sachant que c'était la fin. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Juste avant de partir, elle est venue vers moi, tirée à 4 épingles, et m'a embrassé sur la joue. Je t'aime, chérie.
N'oublie pas ça. C'est juste pour s'amuser, d'accord? On sera encore mieux après, tu verras. Je n'ai pas dit un mot. Je ne pouvais pas. J'étais trop en colère, trop blessé. Elle a franchi la porte, sa valise à la main, et je ne l'ai même pas regardée. À la seconde où j'ai entendu la voiture démarrer, je suis passé à l'action. J'ai appelé le serrurier, qui était déjà prévenu, et en moins d'une heure, les serrures étaient changées. Je n'allais pas la laisser rentrer dans notre maison comme si de rien n'était. Après le départ du serrurier, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé autour de moi. La maison semblait si vide. Ses vêtements étaient encore dans l'armoire, ses chaussures près de la porte, mais c'était comme si elle n'était plus là. Plus vraiment. Elle était déjà partie, de toutes les manières qui comptaient. Je suis allé dans la chambre, j'ai rassemblé toutes ses affaires vêtements, chaussures, maquillage, tout et je les ai fourrés dans de grands sacs poubelles. Je les ai traînés dans le jardin et je les ai laissés là, comme les ordures qu'ils étaient devenus. Je n'allais plus supporter ça. Elle avait fait son choix, maintenant c'était à mon tour de faire le mien. Quand j'ai eu fini, je me suis assis sur le canapé et j'ai fixé la porte. C'était étrange de savoir qu'elle ne reviendrait pas, du moins pas comme elle le pensait. Elle s'attendait probablement à revenir en fanfare, à me raconter à quel point son week-end était incroyable et à faire comme si tout allait bien. Mais ça n'allait pas se passer comme ça. Plus maintenant. Pour la première fois depuis des jours, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. D'avoir un certain contrôle. Je savais qu'un long chemin m'attendait, les avocats, les papiers du divorce, tout ça. Mais à cet instant, j'ai ressenti un soulagement. C'était fini. J'avais pris ma décision, et il n'y avait pas de retour en arrière. Samedi matin, je me suis réveillé tôt. Chloé était déjà partie pour sa petite escapade en Ardèche avec Sébastien, et la maison était d'un calme plat. C'était bizarre au début, ce genre de silence qui vous glace les os, mais ça ne me dérangeait pas. J'avais du travail. Ce week-end n'allait pas être passé à m'apitoyer sur mon sort. C'en était fini de ça. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon avocat. On s'était déjà parlé la veille, mais je voulais m'assurer que tout était prêt pour le divorce. Je n'allais pas faire traîner ça plus que nécessaire. Il m'a dit de continuer à rassembler des preuves et que si je pouvais obtenir une confirmation de leur séjour à l'hôtel, ça aiderait à accélérer les choses. Apparemment, les hôtels communiquent ce genre d'informations aux avocats si ça fait partie d'un dossier. Qui l'eût cru? Après ça, j'ai fouillé dans le téléphone de Chloé. On avait toujours connu nos mots de passe respectifs, non pas que j'ai jamais eu de raison de vérifier ces messages avant. Mais maintenant, je devais voir ce qu'elle et Sébastien s'étaient raconté. Je m'attendais à ne rien trouver de trop surprenant, mais je voulais quand même savoir. Ce que j'ai trouvé était exactement ce à quoi je m'attendais. Des dizaines de messages entre eux, parlant de leurs petits projets, de leur excitation pour le week-end. Ils n'avaient pas encore couché ensemble, ou du moins c'est ce qu'ils prétendaient. Les textos étaient remplis de flirts, d'allusions à ce qui allait se passer. C'était écœurant à lire, mais j'ai tout pris en photo. J'avais besoin de toutes les preuves possibles. Puis je suis tombé sur leur conversation à propos du gîte où ils allaient. Elle ne m'avait pas dit où ils séjourneraient, mais c'était là, dans les messages, un endroit isolé au milieu de nulle part, un gîte de charme en Ardèche. L'endroit parfait pour qu'elle disparaisse et prétende ne pas être mariée. J'ai envoyé les détails à mon avocat, et il m'a dit qu'il s'occuperait du reste. À ce stade, je me fichais même de ce qui se passait entre eux. Le simple fait qu'elle soit allée jusqu'au bout suffisait. Notre mariage était mort à l'instant où elle avait franchi cette porte. Mais je n'en avais pas fini. Alors que je mettais ses dernières affaires dans des sacs poubelles, j'ai eu une idée. Une petite vengeance. Rien de fou, mais quelque chose. Quelque chose pour lui rappeler ce qu'elle était en train de perdre. J'ai fouillé dans sa valise, oui, je sais, c'est mesquin, mais à ce point, je m'en fichais. J'ai trouvé le tube de lubrifiant qu'elle avait emporté évidemment et je l'ai remplacé par un tube de sauce blanche de la cuisine qui avait une texture similaire. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en imaginant sa tête quand elle s'en rendrait compte. Non pas que ça ait de l'importance. Il ne s'agissait pas de l'acte en lui-même, mais d'envoyer un message. Elle n'allait pas s'en tirer indemne. Elle avait fait son lit, à elle de s'y coucher. Littéralement. Avec tout emballé et prêt, j'ai passé le reste de la journée dehors. J'ai retrouvé Marc, je lui ai raconté ce que j'avais fait et, pour la première fois depuis des jours, je me suis senti bien.
La situation n'était pas réglée, loin de là, mais savoir que je prenais le contrôle, que je me sortais de ce pétrin, ça faisait une différence. Quand je suis rentré ce soir-là, la maison était différente. Elle était toujours vide, toujours silencieuse, mais elle ne ressemblait plus à une tombe. Elle ressemblait à un nouveau départ. Je me suis promené, regardant les espaces vides où se trouvaient ses affaires, et au lieu de me sentir triste, je me sentais plus léger. Elle était partie, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, si elle reviendrait en rampant ou si je ne la reverrais plus jamais. Mais je m'en fichais. Les serrures étaient changées, ses affaires étaient emballées, et j'étais prêt à passer à autre chose. Quoi qu'il arrive maintenant, c'était de sa faute. J'en avais fini avec les mensonges, le manque de respect et ce mariage. Il était temps de reprendre ma vie en main. Dimanche soir, Chloé est rentrée. Je l'attendais. Pas parce que je voulais la voir, mais parce que je savais que c'était le moment où tout allait enfin éclater. Je me préparais à ça depuis qu'elle était partie, et l'heure était venue d'aller jusqu'au bout. Je l'ai vue arriver grâce à la caméra que j'avais installée à l'entrée. Elle avait l'air différente de son départ. La confiance qu'elle affichait avait disparu. Ses cheveux étaient en désordre, son maquillage avait coulé, et elle semblait épuisée. Comme si le week-end n'avait pas du tout été à la hauteur de ses espérances. Elle s'est approchée de la porte, a cherché ses clés, puis, rien. Elle a essayé d'ouvrir, mais bien sûr, la serrure avait été changée. Elle a fixé la porte un instant, confuse, puis a réessayé. C'est là qu'elle a compris. Elle a commencé à frapper à la porte, à crier mon nom, à demander pourquoi c'était fermé, ce qui se passait. Je n'ai pas répondu. Je regardais simplement depuis la caméra, la laissant paniquer un peu. Je voulais qu'elle ressente ce que c'était d'être mis à la porte, d'être laissée sans aucun contrôle. Après quelques minutes, elle a sorti son téléphone et m'a appelé. J'ai laissé sonner une fois, 2 fois, puis je lui ai envoyé un texto, « Regarde le panneau dans le jardin ». J'avais remplacé le panneau avec notre nom de famille. Maintenant, il n'y avait plus que le mien. Elle l'a fixé pendant un long moment, la réalité s'imposant à elle. C'est là qu'elle a vraiment commencé à s'effondrer. Elle pleurait, criait, me suppliant de la laisser entrer. Elle a même essayé de s'excuser, disant qu'elle avait fait une erreur, qu'elle avait froid et qu'elle voulait juste rentrer. Finalement, j'ai ouvert la porte. Elle se tenait là, les larmes coulant sur son visage, tremblant de froid. Elle a essayé de se précipiter à l'intérieur, mais je l'ai arrêtée sur le seuil. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. Que s'est-il passé, ai-je demandé, ma voix calme, comme si je parlais à une étrangère. Elle s'est effondrée sur le canapé, toujours en larmes, essayant de tout expliquer en même temps. Elle m'a raconté que les choses ne s'étaient pas passées comme elle l'imaginait, que Sébastien l'avait brusquée, que leur relation n'était pas ce qu'elle avait espéré. Elle a dit qu'elle se sentait coupable, qu'elle n'avait pas voulu aller jusqu'au bout, mais qu'elle ne l'avait pas arrêté non plus. Apparemment, ils avaient essayé de coucher ensemble, mais ça n'avait pas fonctionné comme prévu. C'est là qu'elle a mentionné le lubrifiant que j'avais échangé. Elle a dit que lorsqu'elle a voulu l'utiliser, elle a réalisé que quelque chose n'allait pas et a paniqué. Elle a dit à Sébastien qu'elle ne pouvait pas le faire, et les choses ont dégénéré. Ils se sont disputés et il a fini par partir plus tôt. Elle avait l'air désespérée, comme si elle cherchait de la sympathie, une forme de pardon. Mais ça ne m'intéressait pas. Je suis resté là, les bras croisés, à l'écouter tenter de justifier ses actes. Elle disait n'importe quoi pour éviter d'assumer ses responsabilités, accusant Sébastien, sa propre confusion, n'importe quoi sauf le fait qu'elle avait choisi cette situation. Je voyais la panique dans ses yeux, sachant que c'était la fin, que la porte par laquelle elle pensait pouvoir toujours revenir était désormais fermée. Quand elle a finalement été à court d'excuses, elle a levé les yeux vers moi et a demandé « On peut arranger ça. Je t'aime. J'ai fait une erreur, mais on peut réparer, non ?» J'ai secoué la tête. Non, Chloé. On ne peut pas, je n'ai pas crié, je ne me suis pas disputé. Je l'ai juste dit, simplement. C'est fini depuis la seconde où tu es parti vendredi. Tu savais exactement ce que tu faisais, et maintenant tu dois vivre avec. Elle s'est remise à pleurer, me suppliant de ne pas jeter tout ce que nous avions construit, promettant qu'elle ne referait jamais une chose pareille. Mais il était trop tard. Elle se raccrochait à quelque chose qui n'existait plus. J'avais déjà fait la paix avec ça. Je lui ai ouvert la porte. Il est temps que tu partes.
Elle m'a regardé comme si elle n'arrivait pas à croire que ça arrivait, mais je n'ai pas cédé. Elle a rassemblé ses quelques affaires, un dernier regard désespéré dans les yeux, mais je suis resté ferme. Tu recevras bientôt les papiers du divorce, lui ai-je dit avant qu'elle ne franchisse le seuil. Et c'était tout. Elle était partie. Pour de bon, cette fois. Je suis resté là un instant, laissant tout décanter. La maison semblait différente, mais cette fois, ce n'était pas une mauvaise chose. Elle était de nouveau à moi. Simplement à moi.